ou les réseaux sociaux. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Stéphie, qui est donc assistante sociale, notamment dans la première maison de répit en France qui se trouve à côté de Lyon, qui est également titulaire d'un DU, d'un diplôme universitaire répit, et qui est également formatrice, notamment auprès des AVS. Et nous aurons également parmi nous Charlotte Gruyé, qui est membre de notre conseil d'administration et qui est agent instructeur dans une MDPH. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Stéphie. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation et de la proposition d'animer ce soir cet atelier sur le dossier MDPH. Alors, je vous ai normalement partagé en grand mon PowerPoint. Donc, aujourd'hui, on va être sur quelque chose de très pratico-pratique. On va essayer de vraiment aborder le dossier de comment on le remplit, de pas à pas et dans les petits détails de comment faire un dossier MDPH pour qu'il soit compris et en tout cas pour que votre message y passe auprès des instructeurs et ce, au niveau des MDPH de toute la France. Je suis aussi assistante sociale et bénévole pour 3 associations de maladies rares depuis 2017. Donc, faire des dossiers MDPH pour des maladies rares, je commence à un peu connaître les petites astuces. Donc, j'espère pouvoir vous transmettre quelques petits tuyaux. Si le dossier MDPH n'a plus de secret pour vous, je ne devrais pas vous apprendre grand-chose. En tout cas, vous allez peut-être pouvoir me faire des retours sur votre expérience. N'hésitez pas à l'écrire en discussion. Donc, on va aborder le certificat médical MDPH, comment récupérer votre dossier. On abordera la partie administrative, donc le dossier de 20 pages qu'on va survoler ensemble. On parlera ensuite de l'envoi de votre dossier, le parcours qui va faire au sein de la MDPH, donc de l'accusé de réception jusqu'à l'arrivée des notifications dans votre boîte aux lettres. Et ensuite, on parlera des voies de recours et je terminerai par quelques petites informations pratiques. Concernant le certificat médical, c'est la partie la plus importante de votre dossier. C'est la partie à ne pas négliger et c'est la partie qui va souvent expliquer un refus ou en tout cas une mauvaise compréhension de votre dossier. Donc, c'est impératif que cette partie soit vraiment bien remplie. Le meilleur conseil que je peux vous donner de toute cette présentation, c'est que pour faire un certificat médical MDPH, prenez rendez-vous avec vos médecins pour faire ce certificat médical. Je sais que vous avez tendance, les familles, les personnes concernées, à ne pas oser tendre ce document qui fait 8 pages et qui est redondant et qu'on donne parfois tous les ans, parfois tous les 6 mois, parfois beaucoup plus. On a un peu du mal à le donner à notre médecin neurologue qu'on voit déjà pas souvent, en tout cas notre spécialiste. Ce n'est pas toujours le cas des neurologues, je suis beaucoup dans la maladie neurologique, donc excusez-moi d'avance si parfois je parle de neurologue, mais ça peut être le dermatologue, ça peut être le cardiologue, ça peut être votre médecin spécialiste référent de votre pathologie. C'est vrai que quand vous le voyez une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, lui prendre de son temps pour remplir son certificat médical, c'est toujours un peu délicat. Donc, il y a une grosse tendance à lui donner en fin de rendez-vous, parfois même à lui envoyer en dehors du rendez-vous, dire vous pouvez me le remplir et lui vous dira ben oui bien entendu, mais quand il le remplit sans vous, il sera moins bien rempli parce qu'il manquera des choses, il n'a pas les éléments de votre quotidien et c'est ça qui va manquer dans le remplissage de ce dossier MDPH. Donc il doit faire l'unique objet de votre consultation, surtout pour les gros dossiers, donc des dossiers où on va demander une réévaluation des droits, notamment sur la prestation de compensation du handicap ou sur l'allocation enfants handicapés. Donc, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous que pour ça. Ça valorise leur temps et en même temps, ça permet de le faire correctement. Votre médecin généraliste est aussi compétent pour faire ce dossier, mais il faut des médecins généralistes qui connaissent bien votre pathologie, qui savent bien remplir un certificat médical et ça marche plutôt dans le cadre de renouvellement. Donc, ça, c'est vraiment le mieux. Ensuite, un deuxième conseil, joindre des bilans complémentaires. Je vous invite à joindre les bilans qui sont les plus récents, les derniers, et les bilans de consultation spécialistes en rapport avec votre pathologie. Inutile de mettre des bilans sanguins, des radios, des examens qui datent d'il y a plus de 2-3 ans. Il faut mettre vraiment les dernières informations. Ensuite, je fais déjà une petite parenthèse où je vais déjà sortir de mon PowerPoint, mais je vous invite à récupérer sur Orphanet, donc le site orpha.net, la fiche focus de votre pathologie. Alors, je vais vous mettre directement dans
Excusez-moi, j'essaie de sortir de mon PowerPoint. Voilà. Hop. Alors, quand vous allez sur le site de Orphanet et que vous tapez votre pathologie ici, vous tombez sur la fiche. Elle est ici. Et donc, en fait, je vous invite vivement à joindre cette fiche, même si elle fait 21 pages, à la joindre à votre dossier MDPH, parce que quand vous êtes porteur de maladies rares, dites-vous que le médecin de la MDPH, il peut ne pas connaître votre pathologie. Et il ne va pas prendre le temps de chercher. Donc, il va falloir lui donner l'info toute faite. Alors, soit vous lui transmettez cette info qui est très complète, Orphanet est un site vraiment une bonne référence, soit les associations auxquelles vous êtes rattachés on fait un petit livret ou un petit guide ou un petit raccourci qui permet d'expliquer la maladie, parfois en 1 ou 2 pages. Et ça, c'est vraiment très intéressant de leur donner ça à la MDPH pour qu'ils puissent comprendre en fait, la pathologie. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je n'arrive pas à aller sur la discussion et à vous mettre le... Ah voilà, hop, je vous le mets dans la conversation. Voilà le premier lien. Retournons au PowerPoint. Alors, ensuite, le certificat médical MDPH, une fois qu'il est fait, là, c'est vraiment la parenthèse la plus importante pour moi, parce que c'est vraiment la pièce de votre dossier essentiel. On va voir où récupérer votre dossier MDPH. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Le récupérer sur le site du service public. Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Sur le site de la CNSA, un peu plus compliqué parce que c'est un site qui est quand même très conséquent et un peu difficile à trouver. Sur le site de votre conseil général ou auprès du site de votre MDPH ou d'une autre MDPH parce que le dossier, il est valable partout en France. Ou directement aller le chercher en main propre auprès de votre MDPH ou de votre service de proximité qui peut vous le fournir. Je vous montrerai tout à l'heure, on va aller sur un dossier directement et je vous montrerai comment on les récupère par la même occasion. Donc, votre dossier MDPH, quand vous le faites, c'est pour plein de demandes différentes. Donc, on peut faire un dossier MDPH uniquement pour une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pour la RQTH, essentielle pour pouvoir travailler. Vous pouvez aussi faire un dossier MDPH pour des cartes mobilité, inclusion, stationnement, invalidité. Pour tout ce qui est PCH, prestation de compensation du handicap, allocation éducation enfant en situation de handicap, pour l'AH également, et pour tout ce qui est orientation vers des établissements. Ça, c'est vraiment un raccourci. On pourrait passer 1 heure et demie à parler des demandes faites à la MDPH, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment comment remplir son dossier étape par étape. On va tout de suite, je vais vous montrer tout de suite où on récupère son dossier. Donc, quand vous allez sur Google et que vous tapez CERFA MDPH, vous tombez sur le site du service public. Et donc là, vous avez accédé au formulaire. Et donc, quand vous cliquez dessus, il se télécharge tout seul. Et le voici. Le dossier MDPH, l'avantage, c'est que la version administrative ou la version médicale, ils sont maintenant en rider. Ça veut dire que vous pouvez directement écrire dessus. Pour les maladies rares, je vous invite vivement, j'espère que vous voyez ma flèche, ma souris, Oui. je vous invite vivement à écrire au-dessus de demande à la MDPH, ici en gros, en rouge, en fluo, maladie rare. Si vous avez une maladie écrire maladie dermatologique rare, neurologique, maladie neurologique rare, cardio, c'est pareil. Vous mettez le type de pathologie que vous avez en rouge, en fluo, il faut que la MDPH le voit, d'accord? Parce que ça va attirer l'attention de, vous n'avez pas un dossier qui va être simple à traiter. Quand je dis simple, c'est que les pathologies rares, elles ne sont pas connues des médecins, mais elles sont encore moins connues des gestionnaires. Je regarde si vous avez des petites questions en attendant. Oui, il y en a une concernant le médecin remplissant le dossier médical. Vaut-il mieux que ce soit le médecin généraliste qui connaît depuis peu le patient ou peut-être moins bien, ou un médecin du centre de référence? Alors, c'est toujours mieux de faire le médecin du centre de référence pour les premiers dossiers ou les gros dossiers de renouvellement. Cependant, si vous avez un médecin de référence qui est difficile à joindre, qui refuse de faire le dossier MDPH lors d'un entretien et que le dossier le dossier MDPH qui vous remet, vous le trouvez incomplet ou en tout cas qui n'est pas aidant, vous demandez à votre généraliste de le compléter avec lui aussi un deuxième certificat médical. Comme ça, vous avez le pendant vie de tous les jours par votre médecin généraliste qui vous connaît bien et quand même le médecin référent qui a noté la pathologie. C'est vraiment indispensable d'avoir au moins le médecin spécialiste. Il y a très, très souvent des dossiers qui ne passent pas parce que le certificat médical n'a pas été fait par le médecin spécialiste.
au moins, le minimum, c'est le premier dossier, le dossier de l'âge de 20 ans et les gros dossiers où on demande beaucoup d'argent. Là, c'est vraiment essentiel d'avoir le médecin référent de la pathologie. Je continue. J'ai vu que vous parlez de conseil départemental. Tout à fait. Le conseil général ou le conseil départemental, c'est le même organisme. Alors, vu que ça dépend, vous êtes peut-être tous un peu de départements différents. J'essaie de généraliser, mais en effet, la terminologie peut être différente. On peut trouver des MDA, Maison départementale de l'autonomie, ou des MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ce sont les mêmes organismes, c'est la même façon de gérer. Donc, vous êtes sur votre dossier MDPH. On va dire qu'on va faire une première demande parce que c'est la plus compliquée. Donc, vous cochez, c'est ma première demande MDPH. Vous n'hésitez pas à remplir bien le numéro de votre département. Et ensuite, ici, vous voyez qu'on peut cocher directement sur le dossier qui permet de l'enregistrer et de ne pas avoir besoin de le refaire systématiquement. Donc, il faut bien remplir chacune des cases. Donc là, c'est plutôt simple, c'est la partie qui vous concerne. Donc, si vous écrivez pour un enfant, c'est votre enfant. Et si c'est un adulte qui est concerné par la demande, c'est l'adulte qui remplit. Ici, l'adresse, notamment chez la personne chez qui vous êtes hébergé. Alors là, je crois qu'on a des ados ou des jeunes adultes qui sont connectés pour apprendre à faire pour la première fois le dossier MDPH. Vous mettez votre adresse et vous pouvez mentionner que vous êtes chez vos parents si vous y êtes encore ou pas d'ailleurs, parce que votre nom doit figurer sur la boîte postale, sur la boîte aux lettres de vos parents. Donc, vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Je vous invite ici vivement à cocher la case courrier. Pour l'instant, je ne connais pas de MDPH qui fonctionne exclusivement par email et encore moins par SMS. Donc, il y a des départements où ça n'aura aucune incidence. Vous pouvez ne rien cocher ou tout cocher, ça n'aura aucune incidence. Ici, le numéro de sécurité sociale est indispensable. C'est un des éléments qui est indispensable à votre dossier. Et ensuite, si vous écrivez pour vos enfants, les parents, c'est ici que vous allez écrire vos coordonnées, votre numéro de téléphone et votre adresse. N'oubliez pas de noter le nom et prénom de l'enfant ou de l'adulte concerné par le handicap, concerné par la demande à chaque partie, à chaque feuille, parce qu'ils peuvent très bien en perdre. Et ensuite, ici, au niveau de la partie A3, pour le dossier MDPH, il est vivement conseillé d'avoir quelqu'un qui vous a aidé à le faire. Alors moi, par exemple, qui suis assistante sociale pour 3 assos de maladies rares, même si je ne connais pas tous les adhérents, je leur dis à chaque intervention que je fais qu'ils n'hésitent pas à mettre mes coordonnées parce que ça montre que vous êtes adhérent d'une association, que vous avez eu des infos, des conseils et on sait de quoi vous parlez. Donc, n'hésitez pas à noter l'association auprès de laquelle vous avez adhéré et auprès de laquelle vous savez. On a juste une question, Oui. pardon, je te coupe. En Oui, cas de pas de déménagement d'un problème. département à un autre, faut-il refaire un dossier dans le nouveau département? Non. Si vos droits sont valables, ils sont valables partout en France. Les droits donnés par la MDPH, c'est des droits nationaux. D'ailleurs, si vous avez une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé, par exemple, ou vers un service d'accompagnement à la vie sociale ou d'un IME, c'est valable dans toute la France. La seule chose que l'établissement peut vous réclamer, c'est à terme une orientation avec son nom nominative, juste pour une question de comptabilité et de facilité dans les démarches. Mais une notification est valable au département. Même votre notification d'aide humaine, par exemple, si vous avez de la prestation de compensation du handicap pour de l'aide humaine, sachez que vous pouvez utiliser votre aide humaine partout, n'importe où en France, même à l'étranger, si vous partez en vacances et que vous voulez faire intervenir une aide à domicile durant vos vacances, je ne sais pas, on va dire en Belgique, vous pouvez faire intervenir un service et la facture l'envoyer après au service payeur du conseil départemental. C'est valable au niveau national. Donc, pas de dossier à refaire. Et si la MDPH du nouveau département vous le réclame, ils n'ont pas le droit de vous le réclamer. Vous faites déjà bien assez de démarches comme ça. Ensuite, la partie A5 est importante parce que c'est la partie pour les démarches qui sont urgentes. Donc, si jamais vos droits s'arrêtent dans les 2 mois, c'est ici qu'il faut le cocher, que vos droits s'arrêtent dans les 2 mois et vous avez une petite partie blanche pour pouvoir détailler le droit qui s'arrête et les dates surtout. Il y a des droits qui s'arrêtent qui ne sont pas très graves et puis il y en a où on a envie on veut s'assurer que le renouvellement soit bien pris en compte. Donc, c'est ici que ça se passe. Pour l'urgence, la partie A5. Dans votre dossier MDPH, vous verrez souvent il y a des petits trombones comme ceci.
il faut être vigilant à chaque trombone et chaque trombone veut dire qu'il y a un document à joindre. Donc, il y a, ici, on a un gros trombone, c'est-à-dire que c'est des pièces importantes. Donc, il y a le certificat médical de 6 mois qu'il faut joindre. Là, avant, c'était 3 mois, maintenant on a 6, c'est déjà mieux. La photocopie de la carte d'identité qui justifie l'identité de la personne en situation de handicap. La photocopie du justificatif de domicile et l'attestation de mesures de protection juridique quand il y en a une pour les adultes. Et c'est ici aussi que vous pouvez mentionner que vous avez des difficultés à faire remplir le certificat médical par votre médecin. Ça m'est arrivé de déposer une fois un dossier sans aucun certificat médical parce que tout simplement, le médecin traitant venait de partir à la retraite et le médecin spécialiste ne nous donnait pas ce dossier. Il fallait qu'on dépose un dossier MDPH. On n'avait pas de certificat médical. Donc, en fait, on a demandé à ce que ce soit le médecin de la MDPH qui vienne consulter à domicile la famille. Ça m'est arrivé une fois en 10 ans. Donc, heureusement, pas trop. N'oubliez pas de signer votre dossier. Il faut faire attention parce qu'on est sur la page 4 et on le signe en plein milieu. Donc, page 4, on n'oublie pas de signer son dossier. On n'oublie pas aussi de cocher la petite case. Ici, j'accepte que l'MDPH, pour mieux me connaître, échange avec les professionnels. Ça permet à vos équipes, aux travailleurs sociaux, de pouvoir être en contact avec l'MDPH sans vous demander systématiquement de passer par vous. Pour moi, en tout cas, c'est essentiel pour pouvoir aider les adhérents à avoir cette case cochée. Par contre, attention, alors grosse attention, là vous mettez une grosse vigilance, on ne coche pas la case procédure simplifiée. On l'oublie. On l'oublie. Il y a des départements où elle n'existe pas. D'ailleurs, vous la cochez ou la cochez pas, ça ne changera rien. Mais attention, il y a des départements où elle existe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on coche cette procédure simplifiée, l'MDPH raccourcit le traitement de votre dossier, certes, mais ne vous consulte pas avant le passage en commission. Donc, si l'MDPH prend une décision qui ne vous convient pas, vous ne serez pas consulté et votre dossier passera en commission directement. Vous n'aurez pas eu l'occasion de dire hop, 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 vous faites erreur sur ce que vous allez m'attribuer. Donc ça, vraiment, vous l'oubliez, cette case, on ne la coche pas. Je vois qu'il y a pas mal est-ce qu'il y a des questions, du coup, importantes que je Oui, il vienne y a maintenant? plusieurs questions, mais je ne sais pas si vous préférez qu'on y réponde à la fin ou au fur et à mesure. On peut peut-être y répondre au fur et à mesure, parce que s'il y en a beaucoup, on peut… OK. Pour la RQTH, CMI ou autre, combien de temps avant la fin faut-il refaire une demande? Alors, dans la loi, la MDPH, vous devez renouveler entre 4 et 6 mois. Dans les faits, ça dépend au niveau des départements. Donc, il ne faut jamais l'envoyer un an ou un an et demi avant, même si votre MDPH a un délai d'un an ou un an et demi, parce qu'ils peuvent vous dire que c'est trop tôt pour le renvoyer. Donc, c'est 6 mois en moyenne. De façon générale, c'est 6 mois. D'accord. Pourquoi est-ce mieux d'envoyer le dossier en Un accusé de réception. accusé de réception Je vais y répondre plus tard. OK, très bien. Hop, j'en ai vu d'autres. Voilà, il y a une personne là qui a déménagé, qui a refait son dossier MDPH pour un renouvellement de ses droits, Oui. mais son dossier n'a pas dû être suffisamment complété. Elle préférerait refaire un dossier plutôt qu'un recours. Est-ce qu'elle a le Oui, droit? tout à fait. Tout à fait. Vous avez le droit de ne pas faire un recours du dossier évalué et de refaire un nouveaux éléments. Ok. Pour la naissance d'un enfant avec un handicap qui nécessite une mise en place d'une aide rapidement, peut-on utiliser cette case urgence? Oui, tout à fait. D'ailleurs, s'il y a vraiment une urgence, dans le cadre de la naissance d'un enfant sur son handicap qui sortirait de l'hôpital et qui rentrerait à domicile avec un besoin indispensable de l'aide, normalement, l'hôpital ne va pas vous faire sortir tant que l'aide ne sera pas mise en place. Et c'est là où les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, bon, les assistants sociaux, il y a quand même plus souvent des demoiselles que des messieurs assistants sociaux. C'est là que nous, on est censé faire notre travail pour faire accélérer le dossier au plus vite, sachant que les travailleurs, les assistantes sociales des hôpitaux, on a quand même des contacts privilégiés avec les MDPH pour ce genre de dossier, pour les faire passer le plus rapidement possible. Hein. Donc, quand ça le justifie, on y arrive. Mais il vous faut l'aide d'un assistant social à ce moment-là. Il ne faut pas le faire tout seul. Faites-vous aider. Ok. À quoi correspond sur la première page le droit à l'orientation pro ou formation pro? Alors, en fait, c'est quand une personne trouve alors, je pense que vous parlez d'ici dans la partie urgence. Attendez, je reviens sur la première page. Orientation professionnelle. Sur la première page. Ah oui, mais si vous parlez des demandes, c'est toutes les demandes qu'on peut formuler. Alors, je ne vais pas les détailler, sinon on va pouvoir rester toute la soirée, voire un bout de la nuit ensemble. Et même si j'apprécie parler de dossier MDPH, si on commence à détailler chaque item, on va vraiment y passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ce sera peut-être l'occasion de demander à vos assos une intervention
pour vous, pour les adhérents de votre association qui détaille les droits et les demandes qu'on peut faire à la MDPH. C'est tout à fait possible. J'ai vu aussi que… Oui. C'est bon. C'est bon. J'ai vu aussi qu'on parlait des délais. Et en effet, les délais, ça dépend vraiment des MDPH. Surtout que là, avec le Covid, il y a même des MDPH qui parlent jusqu'à des délais de retard de jusqu'à 12 mois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, et en espérons. fonction aussi de la demande, hein, c'est-à-dire qu'un dossier simple, il peut passer en 6 mois, mais si vous avez de l'orientation pour un enfant ou passage à l'âge adulte, alors là, on est vraiment dans des délais qui peuvent vraiment prendre du temps. Alors, on arrive à la partie B, c'est une des parties les plus importantes parce que c'est celle qui va concerner tout le monde. La partie B, c'est la partie qui va permettre à l'MDPH de comprendre votre handicap et en quoi il a des conséquences sur votre quotidien. Et donc, c'est cette partie où il ne faut pas hésiter à écrire entre les lignes. Le dossier MDPH, il est lu par des êtres humains qui vont vraiment prendre le temps de le lire. Donc, c'est là où il ne faut pas hésiter à leur mettre des petits mots, à leur rajouter des infos, à poser des questions si jamais vous ne saviez pas ce qu'il faut répondre. Alors, je vous avoue que d'une fois à l'autre, en fonction des situations, des fois, je me trouve un peu bloquée également. Des fois, je me dis, mince, qu'est-ce que je mets à cet endroit-là? Donc, par exemple, typiquement ici, donc on est sur la page 6, sur la deuxième page de la partie B, avec la partie aide technique, matériel et équipement et traitement. Ici, il n'y a pas de questions qui introduisent. Donc, je ne sais, une fois sur l'autre, je ne sais pas si je dois cocher parce que je fais la demande d'un matériel ou si je dois cocher parce que la demande existe. Donc, dans ce cas-là, quand j'ai les deux cas de figure, quand je demande et qu'il n'y a rien, ben, je coche et je mets en rouge attente ou demande deux points, attente d'un déambulateur, besoin d'un déambulateur, besoin d'une barre d'appui. Si je suis dans le cas de figure où il y a déjà et il n'y a pas besoin, je mets matériel acquis en telle année, RAS. Comme ça, il n'y a pas besoin ils sont au courant que tout marche de ce côté-là. Et quand il y a déjà du matériel et qu'il y a besoin d'une évaluation, à ce moment-là, je mets matériel actuel et demande. Et là, je mets vraiment à côté de autre la demande qu'on formule. Donc, voilà, j'écris entre les lignes, j'écris dans les petits espaces qui sont autorisés. Je n'hésite pas à écrire un peu partout pour être sûr qu'ils comprennent bien l'objet de la demande. Également, dans la partie ici, présence d'une personne auprès d'un enfant, ça m'arrive de barrer le mot enfant et de mettre adulte quand on est avec des parents d'enfants qui ont plus de 20 ans et qui nécessitent toujours une présence auprès de leur… Enfin, où le parent est toujours nécessairement auprès de son enfant, je barre le mot enfant et je mets adulte parce que le parent diminue son temps de travail ou parfois même, suite à la fin de l'IME, arrête de travailler ou renonce à une partie de son emploi, je barre enfant, je mets adulte. Les frais ici liés au handicap, dans l'ancien dossier, ça ne concernait que les enfants. Aujourd'hui, il n'est pas précisé si ça concerne les enfants et les adultes. Donc, moi, dans le doute, je mets pour tout le monde. Je mets toutes les dépenses liées au handicap, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et alors là, on y va, on met toutes les dépenses, absolument toutes les dépenses qui sont liées de près ou de loin au handicap. Notamment, j'ai eu le cas d'une maman qui amenait, dont son enfant avait une gastro. Et elle allait brancher son fils à son alimentation 4 fois par jour à l'école. Et la MDPH ne reconnaissait pas son incapacité de reprendre du travail parce qu'elle avait ce soin à faire en tout 8 fois par jour. Donc, j'ai noté le nombre de kilomètres qu'elle faisait et j'ai noté en essence et en termes de temps. Donc, j'ai vraiment utilisé ce tableau. Ce tableau, il n'a que 3 lignes, mais vous pouvez le refaire sur une page blanche et la graffer à cette feuille pour l'alimenter. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à noter plus tableau ci-joint en complément. Alors, soit vous le notez ici, que vous avez rajouté un petit bout de tableau, mais vous n'hésitez pas à bien remplir cette partie. Ensuite, on arrive à partir de B2 aux besoins dans la vie quotidienne. Alors là aussi, c'est pareil. N'hésitez pas à remplir dans autres besoins précisés pour vraiment alimenter en quoi vous avez besoin. Si par exemple, au niveau des courses, vous avez besoin d'aide, par exemple, pour porter ces courses, vous n'hésitez pas à noter pour les porter. S'il y a besoin d'aide pour les faire de A à Z, vous pouvez noter de A à Z qu'il faut les faire. Voilà, vous n'hésitez pas à rajouter des petites choses pour qu'ils comprennent vraiment votre besoin et en quoi la MDPH peut venir compenser le handicap. Donc, on a ensuite la partie transport, vie sociale. Et ici, dans la partie B3, c'est là qu'on va cocher un peu ce qu'on attend de la MDPH. Donc, on attend qu'ils mettent en place des aides pour continuer à vivre à domicile, mais on peut très bien continuer à vivre à domicile
avoir des orientations en établissement, aménager le lieu de vie, demander de l'aide humaine. On peut cocher beaucoup de cases. Si on fait une grosse demande, un dossier assez complet, on peut cocher beaucoup de cases. La partie aide financière pour assurer un revenu minimum, ça va être en fait l'allocation adulte handicapé. Donc là, qui se demande à partir de l'âge de 20 ans ou de 18 pour les jeunes qui seraient en cursus scolaire classique. Ils peuvent demander l'âge avec un dossier bien complet, évidemment. Ici, si vous avez déjà contacté un établissement et que cet établissement vous a dit on peut accompagner et soutenir votre proche, mais il nous faut une notification, vous notez son nom, vous cochez oui, et logiquement, la MDPH devrait contacter cet établissement pour leur demander s'ils seront d'accord d'accompagner, et normalement, ils vous donnent la notification dans ce cas-là. Ça permet d'accélérer un peu. La deuxième partie, la plus importante de votre dossier, c'est cette page numéro 8, c'est la page votre vie quotidienne, alors qui s'appelait avant le projet de vie. Alors, j'aime pas bien ce terme, mais c'est ici. C'est beaucoup mieux ce titre-là que le projet de vie. Hein. C'est oui, vrai que tout à fait. pour être passé par là, pour des jeunes parents, projet de vie, on se dit non, mais c'est une blague ou quoi? Je me projette même plus à demain, et là, on me demande de projeter ma vie. C'est ça. C'est ça. compliqué. Et donc ici, je vous invite à remettre clairement toutes vos demandes en pointillé, chacune à son tour, et d'expliquer à la MDPH en quoi votre quotidien a été chamboulé par le handicap et en quoi vous auriez besoin de la MDPH pour arriver à vous rapprocher d'une vie avec des gros guillemets normale, ou en tout cas de retrouver un peu de répit ou un peu de souffle. C'est ici que tout s'écrit. C'est vraiment sur cette page qu'on n'hésite pas. Alors, ce que je vous invite à faire vivement, c'est de noter, par exemple, mes demandes. Et ensuite, de noter, alors je demande l'AEH de base, donc l'allocation pour les enfants. Ensuite, je demande l'AEH en complément 6. Donc là, il faut bien penser à détailler pour vous demander le plus gros complément. Vous demandez la carte mobilité stationnement. Vous demandez la carte mobilité invalidité, attention, avec besoin d'accompagnement pour qu'en tant qu'accompagnateur, vous n'ayez pas à payer pour plusieurs endroits. Et on va dire, par exemple, orientation, on va mettre orientation CESAD et IME. Ici, vous notez tout ça. Et ensuite, vous notez une journée type. Alors, ça aussi, c'est un bon conseil, c'est que quand vous avez des maladies rares, la MDPH, ils ont du mal à se présenter c'est quoi votre pathologie, surtout quand on a un enfant qui se déplace, qui marche, qui parle, qui a l'air d'aller super bien. La MDPH, ils ne sont pas capables de mesurer la fatigabilité, l'aide que vous pouvez apporter au quotidien. Nos maladies dermato, pardon, je me permets du coup, notamment, oui. on a notamment des grosses consommations énergétiques en eau et en électricité pour faire des lessives. On a souvent les draps, les vêtements qui sont tachés soit par les crèmes, soit par le sang qui traverse parfois les pansements. Donc, c'est des éléments auxquels on ne pense pas forcément, mais qui pourtant comptent, bien entendu, en termes de qualité de vie et de consommation énergétique. Tout à fait, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à préciser tout ça et à prendre du temps pour réfléchir à exactement les conséquences de la maladie sur votre quotidien. Et je vois que Charlotte répond en direct et complète, donc c'est super. Au fur et à mesure, en fonction. Alors, on reviendra sûrement à la fin sur la question quand même du manque d'harmonisation de traitement des dossiers d'une MDPH à l'autre. C'est quand même un sujet important. On en reviendra dessus à la fin. Tout à fait, pas de problème. Donc voilà, là on a à nouveau un petit trombone. Donc on vous demande bien de fournir des justificatifs, factures ou devis pour toutes vos demandes. Donc les demandes notamment évoquées dans les frais de la partie B1 et B3. Donc c'est le fameux petit tableau que je vous ai proposé de remplir ici. Donc il faut joindre des justificatifs de tous les frais que vous avez mentionnés. N'hésitez pas à vraiment leur donner toutes les dépenses. En cas de réduction de temps de travail aussi, il faut que les parents fournissent un justificatif comme quoi ils ont réduit leur temps de travail. Et en cas de rémunération d'une tierce personne, il faut fournir l'attestation de l'emploi de cette tierce personne. Concernant les justificatifs factures et devis, petite attention sur la notion de facture et de devis. La MDPH donne dans la majorité des cas des aides financières sur base de factures, sauf pour un seul cas, sur base de devis, pardon, excusez-moi. L'MDPH donne des aides financières sur base de devis, généralement d'ailleurs 2 devis. Si vous n'en fournissez qu'un, l'ergothérapeute derrière son ordinateur, il va aller regarder l'équivalent de ce que vous avez demandé avec son outil à lui et il va peut-être
choisir un matériel que vous n'aviez pas choisi à la base. Donc, c'est toujours mieux de voir avec votre ergothérapeute à vous, de vous proposer deux choses pour pouvoir proposer à la MDPH deux devis. Les seules conditions sur lesquelles la MDPH demande des factures, c'est pour les frais liés au quotidien, c'est-à-dire des protections. En effet, s'il y a beaucoup de lessive du fait de la pathologie ou beaucoup de linge, beaucoup de vêtements, ça, c'est sur des factures que vous pouvez demander un remboursement. Et également sur du matériel qui est indispensable immédiatement. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, avant novembre 2017, on se disait un fauteuil, il met 6 mois délai d'un dossier pour obtenir un fauteuil. C'était impossible pour les personnes qui, du jour au lendemain, perdaient l'usage de la marche. Donc, la MDPH, pour tout ce qui est aide technique, donc l'aide technique, c'est tout ce qui est aide de matériel qui va compenser le handicap, la MDPH propose de rembourser sur facture. Mais attention, dans ce cas, il faut bien un rapport d'un ergothérapeute, le devis du revendeur et la facture du revendeur et le dossier MDPH, la partie médicale faite par un médecin, soit un médecin PMR par exemple, ou un médecin spécialiste. Il faut en tout cas que le dossier soit bien fait. Pour l'instant, je n'ai encore jamais eu la surprise que la MDPH décide de ne pas rembourser une facture quand ça concernait vraiment une dépense liée au handicap qui se justifiait. On arrive ensuite aux parties un peu spécifiques. Donc, il y a différentes parties qui vont suivre, qui vont concerner soit que les enfants, soit que les adultes. Donc là, on est la partie C, c'est la partie vie scolaire. Donc là, c'est bien que cette partie soit pré-remplie ou remplie en partie avec l'établissement dans lequel votre enfant est accueilli. Je vais essayer de ne pas m'étendre, sinon on va pouvoir en effet y passer un moment. Sachant que vous essayez de remplir au mieux et au plus complet. Le plus important de la partie C, c'est la partie emploi du temps actuel, où là, c'est vraiment important de mettre la semaine type de votre proche concerné par le handicap ou de vous-même, si vous êtes une personne concernée par le handicap et que vous êtes un enfant ou un étudiant en études supérieures, c'est vraiment de mettre votre planning de la semaine pour que la MDPH prenne aussi en mesure les conséquences de la maladie sur le quotidien. Cette partie, elle est importante d'être bien remplie parce que c'est ce qui permet d'obtenir des adaptations, soit humaines, soit matérielles sur les adaptations de poste à l'école. On vous demande, bien entendu, pour les enfants scolarisés, le fameux GEVASCO. Alors ça, c'est un peu indispensable, mais les parents qui rentrent dans le système scolaire ordinaire auront connaissance de ce dossier assez rapidement avec l'enseignant référent ou demander à votre directeur d'établissement pour une première demande. Pareil que la partie B, la petite page vie quotidienne qui était anciennement le projet, petite partie libre ici pour pouvoir écrire vos demandes très spécifiques concernant les enfants. Donc, quand on demande une orientation ou IME ou CESAD, eh bien, on précise par exemple qu'on attend une AESH, donc une aide humaine pour aider à l'apprentissage scolaire. On peut noter qu'on, dans l'idéal, on souhaiterait à raison de 4 heures par jour, par exemple. Ça, c'est dans l'idéal absolu. On sait pas ce que la MDPH va vous donner, mais par exemple, c'est possible. Vous pouvez aussi demander orientation IME et noter que vous avez dossier déposé, par exemple, à l'IME, on va dire du Grillon, pour la rentrée, et là, vous notez la rentrée 2022, histoire que la MDPH sache que vous avez déjà fait des recherches et que cette IME, vous avez déposé un dossier, par dossier déposé, accepté, par l'IME Grillon pour la rentrée 2022. Donc là, il faut que la MDPH se positionne pour que votre enfant puisse rentrer dans cet établissement. Mais voilà, là, vous pouvez aussi à nouveau vous exprimer. La partie D concerne la vie professionnelle. Donc là, on est sur le champ adulte pour toutes les demandes d'aménagement de poste. Alors là, c'est pareil. Dès que, hop, petite trombone, on passe en temps partiel, on donne une copie de son contrat de travail. Je ne vais pas trop m'étaler sur la partie vie professionnelle. Hop. Donc, pareil, on vous demande votre CV. Vous pouvez simplement le joindre. Vous n'êtes pas obligé de recopier toutes vos années de travail si jamais il y en a. Et c'est pareil pour vos diplômes. Si vous avez pas mal de diplômes, n'hésitez pas à peut-être juste mettre une copie de ceux-ci. Et pareil que la partie C sur le projet scolarité, le projet professionnel, c'est aussi ici que vous redemandez, vous mobilisez vos attentes sur la partie professionnelle. Autre renseignement, encore un espace où vous pouvez également ajouter des informations sur vos attentes, votre projet, vos envies de formation, etc. On arrive à la fin de votre dossier avec l'expression des besoins de droits et de prestations. Donc, pour les moins de 20 ans, c'est ici qu'on va demander l'allocation enfant handicapé. Alors, ici, on demande ces compléments. N'hésitez pas à rajouter à la main que vous attendez le complément 6, par exemple. Si vous voulez
comparez vos droits à l'allocation enfant handicapé et comparez vos droits à la PCH. N'hésitez pas à cocher les deux et à noter à comparaison ou à noter droit d'option. Là, à ce moment-là, la MDPH saura que vous voulez voir lequel est le plus avantageux. C'est pareil pour la carte mobilité inclusion, mention invalidité. N'hésitez pas de mentionner ou de surligner besoin d'accompagnement si c'est important que vous ayez besoin d'accompagnement. Et après, les droits pour les plus de 20 ans. Pour tout ce qui est relatif à la vie scolaire, on renote à nouveau, peut-être pour la 4e fois, ce qu'on attend de la décision MDPH pour la vie scolaire. Mais c'est pas grave, on le renote dès qu'on nous le demande. La partie E3 concerne la vie professionnelle, donc c'est là qu'on demandera les orientations RQTH. Donc tout à l'heure, il y avait une question sur la première page. La première page résumait tous les droits possibles, donc demander notamment si on a un dossier pour une demande d'emploi. Et donc c'est là que les travailleurs en situation de handicap vont demander une RQTH, vont demander une orientation professionnelle. S'ils sont en milieu ordinaire, vers le marché du travail. S'ils veulent un emploi accompagné, ils cocheront emploi accompagné. Si c'est pour travailler en milieu protégé, on cochera ESAT. Et si on veut faire une rééducation professionnelle, évaluer ses compétences en termes pro, on cochera centre de rééducation. Voilà. La petite nouveauté de ce dossier qui date de 2019, c'est la partie vie de votre aidant familial. Et donc là, c'est les proches qui remplissent leur partie à eux et ils vont d'ailleurs la signer eux-mêmes, cette partie. Elle est indispensable, même si en tant que proche aidant, vous avez l'impression de ne pas venir en aide d'une quelconque façon. Faites-la, même si vous ne remplissez rien. Avoir un proche en situation de handicap ou de maladie, on se lève le matin avec, on va se coucher le matin avec, et ça mérite d'être reconnu, d'avoir cette préoccupation constante. Donc, n'hésitez pas à remplir cette page et pareil, à noter entre les lignes. Aujourd'hui, cette partie est tellement nouvelle qu'il y a des départements où on ne connaît pas les conséquences. Par exemple, ici, si vous êtes ou serez prochainement dans l'une des situations suivantes, problème de santé, on ne peut pas trop l'anticiper. À disponibilité prolongée, par exemple, ça, on peut l'anticiper, mais on ne sait pas trop comment la MDPH va réagir à ce genre de case coché. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir si la MDPH mettait en place des aides différentes. Aujourd'hui, on a du mal avec certaines MDPH à faire entendre le besoin de répit des aidants passe aussi par le fait de ne pas refaire ce dossier MDPH tous les 4 matins. Donc, on avance doucement. Cette partie existe. Il faut la faire vivre. Il faut la remplir. Même si on ne sait pas aujourd'hui si la MDPH va se positionner pour vous reposer au quotidien, va pouvoir vous donner des tuyaux, des droits, peut-être vous donner quelques heures d'aide humaine pour vous reposer, même si on ne sait pas que ça va donner ou pas, on la coche quand même parce qu'il faut que cette partie, elle vive pour qu'on puisse en faire quelque chose dans l'avenir. Ça date que de 2019, hein, donc le temps que le système français est un énorme paquebot qui essaie de naviguer sur le Rhône. Pour qu'il fasse un mouvement, ça demande du temps. Donc, l'important, c'est quand même d'essayer de faire ce mouvement. Donc, n'hésitez pas à remplir cette partie-là. Et bien entendu, l'aidant signe et peut aussi avoir une partie où il peut compléter personnellement des informations. Ça, c'était vraiment sur le dossier MDPH, comment on le remplit. Maintenant, je reviens sur mon petit PowerPoint. Pour la partie envoi, Charlotte, si jamais il y a des questions, n'hésite pas aussi à me couper si tu veux s'il y a des précisions à apporter. Concernant l'envoi de votre dossier. Alors, pourquoi prioriser l'envoi en accusé de réception? Parce que la date d'accusé de réception de votre dossier va déterminer la date du début de vos droits. Je vais y revenir juste après. Ça vous permet aussi, quand vous envoyez en recommandé, de vous rappeler quand vous l'avez envoyé. Nombreux aidants ont beaucoup de démarches à faire, beaucoup de soins dans le quotidien et se rappeler quand on est allé à la poste pour envoyer notre dossier, parfois ça peut être compliqué. Donc quand on envoie en recommandé, au moins quand on reçoit le retour du compte dans la boîte aux lettres, on le met sur son frigo et on n'oublie pas qu'on l'a envoyé à tel moment. C'est tout bête, mais au moins on est sûr de l'avoir fait. J'ai des aidants qui sont tellement fatigués qu'ils m'ont déjà demandé 3 fois dans la même année, il faut que je fasse le dossier MDPH. Oui, mais on l'a fait, vous inquiétez pas, je l'ai envoyé, il est parti. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans plein de choses qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est dans ce dossier. Donc, c'est bien d'avoir l'accusé de réception pour se rappeler qu'on l'a envoyé et puis aussi pour se dire, tiens, c'est bizarre, je suis censée avoir des nouvelles là. On est à M+2, donc à moins+2, on est à M+4.
M+6, oh là là, on commence à être à M+9, c'est un peu bizarre, il faut que je me penche sur mon dossier. Donc ça, c'est important pour garder une trace. Les MDPH, ils ont beaucoup de dossiers et du coup, il y a une forte probabilité de les perdre. Donc là, au moins, envoyés en accusé de réception, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils n'ont jamais reçu. Ils peuvent vous dire on l'a perdu, mais ils ne peuvent pas vous dire qu'ils n'ont pas reçu. La plus importante, c'est de faire des photocopies. Alors, je vous invite à faire des scans. Pourquoi? Parce que si vous faites un scan, vous pouvez l'envoyer à votre assistante sociale qui va pouvoir dire à la MDPH, je vous renvoie le dossier par mail, il a déjà été envoyé, merci de faire le nécessaire. Mais l'important, c'est de garder une trace quelque part en scan ou en photocopie. Le pourquoi on a besoin de la date de départ, c'est qu'à normalement M+2, vous devriez recevoir un accusé de réception avec votre numéro de dossier. Et si vous ne l'avez pas, c'est là où ça pose problème parce que il faut retrouver le début de l'envoi de votre dossier. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que ça n'a pas... Ah voilà. L'accusé de réception. L'accusé de réception, vous envoyez votre dossier le 15 janvier. Votre dossier, il est censé être réceptionné dans les 15 jours. En tout cas, l'MDPH est censé mettre son tampon dessus avec écrit 1er février 2020. Votre dossier va être accusé réception le 5. Vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres. Et il va suivre son petit bout de chemin, comme ça, pendant 6 mois. Le 1er octobre 2020, donc 8 mois plus tard, la commission a lieu. La commission vous octroie un droit et vous dit, on octroie des droits à Madame X à partir du 1er février 2020. Vous recevez vos notifications, vous les envoyez à la CAF et la CAF voit que vous avez des droits depuis le 1er février 2020. Donc, vous payera 9 mois de droits que vous auriez dû avoir. Si vous n'avez pas de point de départ, que vous n'avez pas d'accusé de réception, que la MDPH perd votre dossier, vous ne l'envoyez pas en recommandé. Vous l'envoyez le 15 janvier, ça traîne, vous n'avez pas de nouvelles. Le 15 avril, vous les appelez en disant c'est quand même bizarre, j'ai toujours rien reçu, je ne comprends pas. Ah oui, en effet, on l'a oublié de le traiter, on le traite. L'MDPH prend son petit tampon, on est le 15 avril, ils mettent le 15 avril et vous avez perdu 2 mois. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait la date de début, elle corresponde à la date de l'envoi de votre dossier, tout simplement pour ne pas perdre des droits. Tout simplement. Est-ce que cette partie, vous l'avez bien comprise? J'imagine que oui. Parfait. Une fois que votre dossier il a été envoyé, donc il est envoyé le 1er février 2020, on vous envoie votre accusé de réception, on est plus ou moins à 2 mois avant que vous le receviez. Au niveau de la MDPH, votre dossier va passer au niveau du mois +3. Donc, on est en février, mars, avril, on est au mois de mai. Votre dossier va être reçu par votre dossier va être évalué par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, c'est une petite équipe qui représente la composition de la commission et qui réunit des professionnels médicales ou paramédicales, donc un médecin ou une infirmière, et des compétences dans le domaine psychologique, travail social, formation scolaire, en tout cas des pros autres que médicales et paramédicales qui vont être là pour voir ce que vous demandez. Cette équipe pluridisciplinaire, elle doit permettre l'évaluation de vos besoins, en quoi vous avez besoin d'aide pour compenser le handicap ou la maladie. Une fois que cette équipe a fait cette évaluation basée sur tout votre dossier, c'est eux qui vont émettre un premier avis. La première évaluation, elle se fait sans vous. L'équipe pluridisciplinaire, elle va prendre votre dossier, elle va le regarder. C'est pour ça que c'est important que votre dossier médical soit bien fait parce qu'il y a systématiquement au moins un médecin ou au moins une infirmière, mais normalement, il y a systématiquement le médecin. Et donc, si votre situation n'est pas claire, l'équipe pluridisciplinaire va vous inviter à rencontrer l'MDPH, soit ils vont venir à votre domicile, soit ils vont vous inviter dans leurs locaux. En tout cas, ils vont essayer de creuser pour comprendre votre situation. Une fois qu'ils ont compris, parce qu'ils vous ont rencontré, il faut une deuxième évaluation pour se dire, ok, on a bien compris la situation, on les a rencontrés, et ils vont décider d'un droit. Et à ce moment-là, ils vont vous établir une proposition de plan de compensation. Ça, c'est la partie, c'est dans le parcours de votre dossier, l'accusé de réception, parce qu'il faut la date de début de vos droits. Et il faut, la deuxième partie, c'est la proposition de plan de compensation. C'est là qu'il faut être très vigilant. La proposition de plan de compensation, elle arrive à un niveau 4e ou 5e mois du traitement de vos dossiers quand les départements fonctionnent bien. Okay, on est sur du fonctionnement normal. Donc, vous êtes censé recevoir une proposition de plan de compensation.
Cette proposition, ce sont les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. Normalement, vous êtes censé retrouver toutes vos demandes. Si vous avez demandé 10 choses, vous êtes censé revoir 10 lignes avec écrit accord ou refus ou en attente de. Mais vous êtes censé retrouver toutes vos demandes. Si sur ce document, il manque des demandes, c'est qu'ils ont oublié de la traiter. Donc, c'est important de vraiment faire attention à ce document. Une demande égale une proposition égale un avis favorable ou un avis défavorable. Attention, ce document, vous avez 15 jours pour y répondre. D'ailleurs, normalement, vous voyez sur ce document la date du passage en commission de votre dossier. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très réactif. Si tout ce qui est écrit dessus vous convient, vous ne faites rien. Vous laissez le dossier, vous le rangez et puis vous dites, bon, bah, il passera en commission comme ça, c'est super. Si par contre, vous le contestez, vous devez retourner cette proposition de plan de compensation en accusé de réception pour être certain qu'il l'est. Alors, moi, je vous parle des départements où ça ne va pas super bien, où on n'est vraiment pas certain qu'ils reçoivent bien vos dossiers. Donc, il faut toujours se dire, on se couvre pour s'assurer qu'ils fassent bien les choses. Donc, on l'envoie en AR et en mail, si jamais vous avez une adresse mail, un contact privilégié, un gestionnaire privilégié à la MDPH, vous envoyez par mail aussi en disant, je viens de vous envoyer un accusé de réception de mon PPC et je vous envoie également par mail. Et vous pouvez ajouter les éléments nécessaires qui permettent à l'équipe pluridisciplinaire de réévaluer votre dossier. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une petite case qui s'appelait procédure simplifiée à ne pas cocher. Cette case, il ne faut pas la cocher. Si vous la cochez, vous ne passez pas cette étape-là. En fait, du coup, vous n'avez pas la proposition de plan de compensation qui vous permet très souvent de réagir, de dire « Oh là là, mais ils sont à côté de la plaque complètement dans mes droits. Ce n'est pas du tout bon. » Vous avez contesté votre proposition de plan, vous avez ajouté les éléments. À ce moment-là, l'équipe pluridisciplinaire, l'EP, elle revient sur votre dossier pour ajuster les propositions avec les nouveaux éléments. L'équipe, elle pourra soit vous proposer une nouvelle rencontre pour vraiment mieux comprendre votre situation, soit elle pourra contacter un travailleur social qui vous connaît pour demander un avis d'un professionnel qui vous connaît. C'est là aussi où c'est important de cocher que vous êtes d'accord que la MDPH contacte les professionnels qui vous connaissent. Vous recevez, un peu plus tard, une deuxième proposition de plan de compensation qui, normalement, correspond un peu mieux à vos besoins. Logiquement, cette deuxième proposition de compensation doit convenir à vos besoins. Donc, normalement, celle-ci, elle n'est même pas validée, elle est censée passer toute seule. Il arrive qu'elle ne convienne toujours pas, et dans ce cas-là, vous allez la contester, mais elle passera en commission de droit et de l'autonomie, donc la CDAPH, et la commission étudiera votre dossier en ayant en compte votre contestation, le fait que ça ne vous convienne pas. Dans cette fameuse commission, il siège beaucoup de personnes. Il siège les représentants du département, les services et établissements publics de l'État, les organismes de protection sociale, type la Sécu, la CAF, des syndicats, des associations de parents et d'élèves, et pour au moins un tiers de ces membres, des représentants de personnes en situation de handicap et leurs familles. Donc, il y a vraiment, c'est quand même des grosses instances, hein, ils sont nombreux. Dans cette instance, quand le dossier il est validé, enfin qu'il est OK par la proposition de plan que vous n'avez pas à contester, il faut compter que, par exemple, dans le Rhône, dans mon département, le dossier passe en 3 minutes. Pour vous dire à quel point on n'a pas le temps de se dire, tiens, ce dossier est OK ou pas OK. Non, non, si le dossier est validé par l'équipe pluridisciplinaire, que la proposition de plan n'a pas été contestée, en 3 minutes, il est passé. Par contre, ça prend un peu plus de temps pour les dossiers où, justement, on voit qu'il y a une petite attention, voilà, vous avez contesté la deuxième proposition de plan, ou qu'il y a un désaccord, ou il y a un écrit, ou la famille s'est manifestée, etc. Vous pouvez être invité en commission, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare que les MDPH invitent. Les temps sont très courts. Vous avez vu, vous recevez le PPC, vous avez 15 jours pour réagir et généralement la commission a le 15 jours après, voire un mois après. C'est très rapide pour arriver à demander d'être invité. Donc généralement, c'est en fonctionnant comme ça qu'ils arrivent à éviter que vous soyez invité, puisque ça deviendrait difficilement gérable. Mais voilà, c'est le plus difficile. D'après la loi, la CDA a 4 mois pour statuer entre le moment où vous avez déposé votre dossier et le moment où il se positionne. Mais dans les faits, très peu d'MDPH répondent dans les 4 mois. Si on n'a pas contesté, est-ce qu'on peut tout de même envoyer un complément de demande par la suite?
Alors, si vous envoyez, au cours de l'étude de votre dossier, donc là, on est toujours dans l'étude de votre dossier, si vous envoyez une nouvelle demande, ça va stopper la procédure jusqu'à temps que la nouvelle demande rejoigne l'arrêt. Donc, si par exemple, votre dossier est en cours pour, on va dire, un aménagement d'un véhicule et que au bout de 4 mois, vous dites, tiens, je referai bien la salle de bain, eh ben, la procédure, en tout cas dans certains départements, la procédure pour le véhicule s'arrête en attendant que l'équipe disciplinaire rattrape, que le dossier salle de bain rattrape le dossier véhicule pour traiter tout ensemble. Donc, c'est conseillé de laisser un dossier aller jusqu'au bout et après en refaire une nouvelle demande. Par contre, si vous contestez une proposition de plan et que vous avez des éléments à leur amener pour justifier de votre demande, oui, il est bon à tout moment de ramener des éléments. Si vous avez déposé votre dossier le 1er février et que le 25 mai, vous croisez votre neurologue qui vous dit tenez, je vous donne un compte rendu super détaillé qui explique vraiment super bien la situation à l'instant T, envoyez-le à la MDPH. N'hésitez pas à fournir des éléments en cours pour alimenter votre dossier si vous estimez que ces éléments sont indispensables et qui vont aider le dossier plutôt que de l'alourdir. Donc ça, c'est OK. Après, si vous voulez refaire une nouvelle demande, je vous invite vraiment à toujours attendre que cette demande soit traitée, la première soit traitée. D'accord ? Petite attention sur la procédure simplifiée, celle que je vous dis de ne pas cocher. C'est qu'en fait, la CDA siège en formation restreinte et prend des décisions parfois sans vous concerter. C'est là où vraiment elle pose problème. Mais elle est quasiment inexistante. Il y a très peu de départements qui ont mis en place cette procédure simplifiée. Donc, normalement, à M+6, dans la majorité des départements, parfois M+12, vous recevez les notifications. Alors, attention, les notifications, donc ce que la commission vous a octroyé comme droit, ces notifications, elles sont envoyées à la personne concernée ou aux parents. Donc, par exemple, les jeunes adultes en situation de handicap qui commencent à faire leur premier dossier, ils auront leur notification à leur nom. C'est eux qui vont les recevoir. Et si moi, par exemple, si je suis votre assistante sociale demain et que je vous aide à faire le dossier, je n'aurai pas de copie. Je ne saurai pas où en est votre dossier. Donc, vous recevez vous-même vos notifications. Ensuite, les notifications de PCH, prestations de compensation du handicap, elles sont envoyées au service payeur du conseil départemental. Toutes les notifs qui concernent l'AH et l'AEH sont envoyées à la CAF pour le calcul de vos droits. Mais attention, vigilance, la CAF ne va pas d'elle-même faire la démarche de calculer vos droits et de vous dire « Ah, on a reçu la notification, on vous donne autant ». C'est à vous de faire la démarche auprès de la CAF pour dire « J'ai une notification de droit, de quoi j'ai droit, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est à vous de faire la démarche. La CAF, ils peuvent recevoir une notification H et ne jamais rien en faire. Et les orientations vers des établissements médico-sociaux sont envoyées aux établissements médico-sociaux. Et là, il y a 2 écoles. Soit de l'établissement médico-social vous écrit un courrier en disant « On a reçu une notification. Si vous êtes intéressé par notre établissement, manifestez-vous. » Ou ils ne font rien et ils attendent que ce soit vous qui preniez la décision de les appeler. Sachant que les orientations, ce sont des préconisations d'orientation. C'est-à-dire que si vous avez une orientation IME et que vous connaissez un super IME qui est à côté de chez vous, qui est super bien, mais qui n'est pas notifié en le terme IME, vous habitez à côté de l'IME de Vincent de Paul. Vincent de Paul, il est à côté de chez vous, mais il n'est pas notifié. S'il est mis IME et que Vincent de Paul, c'est un IME, ça marche. Okay, donc, c'est de la notification. Quand on vous donne des notifications nominatives, c'est pour vous aider à chercher l'établissement et pas pour vous enfermer sur un nombre d'orientations. Après, ça dépend aussi des départements. Il y a des départements qui ne nomment personne et qui vous balancent la liste des 50 établissements de votre département et qui vous disent chercher par vous-même. Il y en a d'autres qui mettent des établissements et les établissements en parallèle disent ah non, mais moi, si je ne suis pas notifiée en mon nom propre, je ne vous reçois pas. Bon, ça dépend du fonctionnement de chaque établissement. En tout cas, vous le recevez, l'établissement aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez reçu comme notification, ce qui arrive même avec le schéma proposition de plan de compensation, si vous n'êtes pas d'accord, on arrive aux voies de recours. Alors là, il y a différentes voies de recours. La voie de recours la plus simple, la plus rapide, c'est que dans les 15 jours où vous recevez votre notification, vous avez droit de faire un recours administratif préalable obligatoire. C'est ce qu'on appelle un RAPO. Le RAPO, en fait, ça dit à la MDPH, hop, ce que vous avez décidé, ça ne me convient pas. Est-ce qu'il y aurait moyen que vous repassiez mon dossier en commission avec des nouveaux éléments?
Donc là, c'est une réétude de votre dossier. Ça repasse un peu en équipe pluridisciplinaire, un peu comme la proposition de plan de compensation. C'est une ultime phase avant de passer en recours. Après, comme tout à l'heure, une personne a demandé de l'assistance, c'est que vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, tant pis, je refais un dossier complet qui t'a repassé 6 mois parce qu'ils ont peut-être mal compris, parce que j'ai d'autres éléments, parce que j'ai un rendez-vous avec un médecin spécialiste qui va tomber. Parfois, ça vaut le coup de faire directement un dossier aussi au lieu de faire un rapport. Mais le rapport fonctionne plutôt bien. Je vous invite aussi vivement à être soutenu par les associations, par votre assistante sociale ou par votre médecin si vous faites un recours rapport pour alimenter votre recours. Ça, c'est par courrier simple à la MDPH. Alors, courrier simple, comme tous mes courriers simples, pour moi, ils partent tous en AR systématiquement. Donc, ça, c'est après vous qui voyez. Et les recours, là, combien de temps la CDAPH se prononce au niveau des recours? Le rapport, en 1 mois, c'est traité parce que c'est vraiment un recours qui est très rapide. C'est-à-dire que vous envoyez vos éléments, l'équipe pluridisciplinaire le revoit avant la prochaine commission et ça repasse assez rapidement. Normalement, en 1 mois, allez, 2 mois grand maximum, c'est revu. Alors, sachant que je sais pas, ça doit dépendre des MDPH, mais par exemple, chez nous, il peut arriver qu'il y ait des visites médicales et selon les dispos des médecins, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps aussi. Ok. Ouais, j'ai encore pas eu le cas de visite en plus, mais en effet, en tout cas, c'est le recours qui sera le plus rapide par rapport aux autres. Et le plus efficace. Ensuite, on a les voies de recours classiques. Merci, Charlotte. Les voies de recours classiques, on a 3 types de recours. Les 3 doivent être lancés en même temps. Je vous explique pourquoi. La conciliation, en fonction des départements, je ne connais pas tous les départements, mais la majorité des départements que je connais, ça ne sert à rien. En fait, la conciliation, ce sont des représentants des familles, des personnes concernées, et ils sont de tout cœur avec vous, ils sont très sympathiques, ils vont aller dans votre sens, mais ils n'ont pas de pouvoir de faire changer la décision. En tout cas, c'est indispensable de passer par eux, et c'est vraiment un soutien en plus. Donc, quand vous déposez votre recours, vous avez 2 mois pour le déposer. Vous déposez dans les 3 instances. On va dire qu'on est en janvier. Vous rencontrerez la conciliation, on va dire, entre avril et juin. Donc, vous allez rencontrer une personne concernée, un représentant des familles qui vont prendre note de votre situation et qui vont faire un rapport. Ils vont l'envoyer à la commission qui ne va probablement pas acter de décision tout de suite. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça fonctionner. Après, peut-être que ça fonctionne dans des départements et tant mieux si, avec la conciliation, on arrive à obtenir la voie de recours. Moi, ça n'est jamais arrivé, mais c'est de toute façon obligatoire de passer par là. Donc, vous rencontrez le conciliateur, les conciliateurs. Pendant ce temps, votre dossier à l'amiable, il court toujours dans le temps. Donc, lui, le dossier à l'amiable, généralement, il met en moyenne 1 an en fonction des départements. Et là, c'est une demande à la MDPH de revoir la décision en apportant des éléments supplémentaires. Donc là, il faut interpeller, comme vous dites, les 2 recours en même temps. Au moment du recours à l'amiable, la MDPH aura le compte-rendu du conciliateur, plus vos éléments qui appuieront votre demande de recours. Au niveau du recours à l'amiable, on va dire qu'on est en décembre de l'année, on va dire 2020. En décembre 2020, le recours à l'amiable vous dit, bah non, on maintient notre décision, on n'accepte pas votre demande. Pendant ce temps-là, le recours en contentieux, il a couru pendant 1 an. Et vu que le recours en contentieux met presque 2 ans, ben, il ne vous reste plus qu'1 an à attendre. Si entre-temps, le recours à l'amiable, il a fonctionné, si la conciliation a fonctionné, ok, tant mieux, le recours à l'amiable, tout s'annule et la conciliation clôt le dossier. Si ça passe au niveau du recours à l'amiable, le recours au contentieux s'arrête, ça clôt le dossier, vous avez vos droits, on est ok. Et si jamais votre recours à l'amiable ne fonctionne pas, on arrive au recours en contentieux et là, on se présente au tribunal de proximité qui aura lieu presque 2 ans après. Pour les voies de recours, il y a différentes façons d'être soutenu. Il y a, je vous invite vivement à enregistrer dans vos favoris le site France Asso Santé, qui est le site Santé Info Droit, qui regroupe des juristes qui répondent au téléphone de 14h à 18h les lundis, mercredis, vendredis, et qui répond au téléphone de 14h à 20h les mardis et les jeudis. Ce sont des juristes qui sont gratuits et qui répondent à toutes les personnes concernées par une maladie. Et ils ont les articles de loi, ils ont les bons termes pour pouvoir vous aider à préparer votre recours. Après, ils sont bons dans plein d'autres questions.
Là, je vous en parle pour cette question-là, mais ils sont vraiment bons sur plein d'autres questions. Vous pouvez soit les appeler, soit leur faire un mail via un formulaire à remplir sur leur site et ils vous apportent une réponse écrite dans la semaine, maximum une semaine. Et ce sont des réponses vraiment de grande qualité et généralement assez précises. Ils sont aussi en lien avec un nouveau service juridique qui a été ouvert avec l'Association des maladies rares, qui est tout aussi compétente. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je ne suis plus trop sûre, mais il doit y avoir un lien entre les deux. Je vous invite vivement à les interpeller pour avoir un soutien dans la rédaction de votre recours. Ensuite, vous pouvez aussi interpeller le défenseur des droits en région. Alors, en fonction des régions, il y a des défenseurs des droits qui sont plus ou moins spécialisés dans le handicap. Ils peuvent être vraiment de bons conseils. Alors, j'avais mis la personne qualifiée. Il s'avère que j'ai eu contact avec une personne qualifiée de l'ARS qui n'a pas pu m'aider sur des questions vraiment typiques MDPH. Pour moi, ça reste quelqu'un qu'on peut interpeller pour avoir des conseils, mais ma dernière expérience, je ne sais pas si ça restera une personne à garder en voie d'aide. Dans tous les cas, je vous invite vivement à vous défendre vous-même. Ne cherchez pas absolument des avocats. La meilleure personne pour vous défendre, c'est vous-même. Et devant le juge du tribunal de proximité pour tout ce qui concerne les recours liés à la santé, il n'y a pas mieux que vous pour en parler. Donc, si vous n'avez pas d'avocat, ne vous inquiétez pas, vous êtes le mieux placé pour vous défendre. Concernant les petites infos pratiques, je vais m'enlever de la page et vous montrer. Alors, pour les petites infos pratiques, je voudrais bien que ça apparaisse. J'essaie de faire disparaître ma barre de... Est-ce que si je fais ça, ça va le passer là? Ouais. Hop. Ça, je vous l'ai montré. Excusez-moi, je n'arrive pas à atteindre ma page Google. Alors, ça, c'était la petite page Orphanet. Celle-là aussi. Hop. Voilà, donc il y a des sites à garder un peu en mémoire, comme ça, donc le site Info Santé Droit, mais également le site de la CNSA qui regroupe tous les droits liés à la personne en situation de handicap. Et ils ont créé des fiches qui sont faciles à lire et à comprendre, on appelle ça des FALC, et elles sont plutôt bien faites. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces petites pages. Donc il y a 36 fiches d'information, j'en ai préparé une pour vous montrer. Donc, quand on arrive sur le site de documentation, on arrive sur ces petites fiches. Par exemple, si on va sur l'AEH, bien entendu, il ne veut pas. Clac, voilà. Donc là, on est sur la fiche facile à lire et à comprendre pour l'AEH. Et donc, généralement, en effet, elles sont plutôt assez compréhensibles. Une fiche qui fait quand même 13 pages. Hein. Oui, tout à fait. Parce que ça reste des droits qui sont ultra complexes. Et quand je vous disais qu'on pouvait passer une nuit entière à parler de tous les droits que la MDPH donne, je vous assure qu'on peut y passer vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, normalement, elles sont plutôt complètes. Elles vous aident aussi à bien remplir votre dossier en conséquence. Mais je suis d'accord, ça fait quand même 13 pages. Voilà ma petite présentation. Je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a dans le chat. N'hésitez pas. Il y a 36 questions. Je ne vous garantis pas de répondre à tout, mais on va en tout cas essayer. Oui, Est-ce que du coup, vous avez noté